Le dossier avec Robert Six, bénévole à UFC Que Choisir, Saint-Malo et ses environs. Bienvenue, Robert Six, Merci, derrière bonjour. ce micro. Alors, cette semaine, vous allez nous sensibiliser à un sujet très important. C'est comment étudier son contrat d'assurance habitation. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est essentiel, ça. Voilà, parce qu'on reçoit régulièrement, bien sûr, à notre permanence, des adhérents qui ont des soucis de contrat d'assurance, souvent après sinistre, parce qu'ils considèrent avoir été mal indemnisés, voire indemnité refusée par l'assureur. Et quand on les écoute et qu'on leur pose des questions, qu'on leur demande quel est l'argument défendu par l'assureur ou sur quoi vous vous basez pour contester, souvent, les réponses de l'assureur comme de l'assuré sont peu étayées et reposent sur des généralités et rarement sur une référence précise que l'on peut retrouver dans le contrat. Or, les contrats aujourd'hui sont pas aussi... Alors, il existe des généralités, bien entendu, sur les contrats, mais comme les assureurs tentent de se différencier pour faire concurrence, il y a énormément de petites particularités. Et si on ne va pas les voir dans le contrat, on ne les connaît pas. Et le problème est souvent une question d'interlocuteur, Alors Robert Six, voilà, quand le on problème échange. c'est ça, quel que soit le type d'assureur, hein, que ce soit un agent, que ce soit la banque, que ce soit par d'autres moyens, hein, on n'a pas toujours des interlocuteurs peut-être suffisamment formés. Souvent ce sont des généralistes, hein, ils s'occupent de l'habitation, ils s'occupent de l'auto, ils s'occupent de l'assurance vie, donc on ne peut pas non plus leur demander de tout savoir. Et ces généralistes peuvent passer à côté de cas particuliers. Et parfois, ils ne vont pas saisir dans ce que les clients annoncent des détails qui pourraient faire tilt en fait. Hein. Voilà, parce que c'est un peu des particularités. Souvent, ce qui va être au centre de la discussion, c'est le prix. Hein, tout le monde veut payer l'assurance la moins chère. Alors, je compare un petit peu le prix de l'assurance, un peu comme les menus de restaurant. Hein, quand on va au restaurant, on a le menu à 10-15 euros, il n'y a pas beaucoup de choix, entrée, plat, dessert, il n'y a pas de choix possible. Mais c'est pas mal, quoi. Hein, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Puis après, on a le menu un peu plus sophistiqué, voire deux menus, trois menus, jusqu'à aller au menu où on va choisir toutes les options. On est un petit peu pareil dans le contrat d'assurance. Et tout le problème, c'est le prix, ça sera le minima, mais qu'est-ce qu'attend le client? Est-ce que notre interlocuteur sait bien évaluer les attentes du client et savoir si ça sera le menu intermédiaire, le menu un peu plus cher, ou voire faire du contrat à la carte? Alors bien sûr, plus le contrat est à la carte, plus il est cher. Hein, Ouais. ce qui Il est est logique. adapté. Mais Ouais. plus il est adapté. Bien sûr. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser emporter sur le prix. Et surtout, souvent l'assureur va dire avec cette option-là, avec ce choix-là, qui est le choix moyen, vous êtes bien assuré, c'est bien. Peut-être pas. Ah. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut prendre bien le temps de se demander Voilà. ce dont on a besoin et Alors, d'adapter le contrat. Oui. d'autant plus qu'aujourd'hui, on souscrit par Internet sans Oui. aucun conseiller. C'est-à-dire avec un déroulé informatique qui pose des questions, mais dont on n'a pas conscience du sens précis. Alors, je ne suis pas contre les souscriptions Internet, mais alors là, il faut encore être beaucoup plus prudent. Voilà. On a le même problème d'interlocuteur quand on a un sinistre. Là aussi, on a un généraliste et quelquefois, il va répondre de manière très générale que ce n'est pas garanti. Peut-être pas quand même. Peut-être que justement, les options que vous avez prises fait que. Donc là aussi, l'importance de l'interlocuteur. Et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre plus un agent, une mutuelle. On a des gens bien partout et puis quelquefois des gens un peu moins bien partout. Bien sûr. Alors, voilà. Robert Six, où est la vérité? Question un peu générale pour le coup, mais voilà. vous allez nous éclairer. La vérité, c'est le contrat. Il n'y a que là où on peut trouver la vraie interprétation. Rien s'invente. On n'a pas une idée préconçue comme ça de chacun a son idée. L'assurance, c'est ça. Non, c'est le précis, contrat. Ouais. C'est précis. Dans le contrat, il y a deux documents indispensables. Il y a ce qu'on appelle les dispositions particulières, ou un mot un peu synonyme, hein, mais qui montre bien, c'est quelques feuillets qui sont un peu la carte d'identité du contrat. C'est celle où il y a notre nom, notre prénom, notre adresse, et puis tout un tas de trucs derrière.
Et ensuite, il y a les dispositions générales. C'est un livret, là, qui peut faire 30 pages, qui est un peu complexe, et souvent qui n'est pas donné aux gens. Ce qui est totalement anormal, parce que tout ce qui est dans les dispositions particulières a forcément un lien, un miroir dans les conditions générales, et la réciproque également. Donc si on n'a pas le dictionnaire des dispositions générales, ben on peut mal interpréter, on peut penser qu'on a compris, on n'a pas compris. Alors, une chose quand même, quand vous ne l'avez pas, cette disposition générale, aujourd'hui tous les assureurs ont des sites, et sur les sites, vous pouvez retrouver vos dispositions particulières et également les dispositions générales. D'accord. Donc, c'est pas, si on ne les donne pas, je crois que les assureurs qui ne les donnent pas, c'est parce que c'est un document compliqué. Et il ne se déplace pas chez nous, l'assureur. Alors, ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Il y a quelques dizaines d'années, un assureur avait le temps de se déplacer chez les gens, envoyer les locaux, donc c'était un peu plus simple. Bon, aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses à faire, le métier est devenu plus compliqué, et puis peut-être aussi les commissions un petit peu moins rentables, et donc ils ne peuvent pas se déplacer pour un petit appartement, pour une petite maison. Ils vont se déplacer pour quelque chose de plus important. Bien sûr. Alors quand même, une chose qui est importante, si l'assureur s'est déplacé, même pour une petite maison, et qu'on a une trace de ce déplacement, un rendez-vous, un mail, quelque chose, eh bien ça va tout changer, parce qu'il est considéré comme ayant connaissance du risque. Alors que s'il ne s'est pas déplacé, vous êtes totalement responsable, et uniquement vous, de la description que vous faites. Et chaque assureur a sa liste de questions. Voilà. Alors déjà, ça paraît bizarre, mais c'est quoi un assuré ? Il faut déjà être sûr que tous les gens qui sont chez vous soient assurés. Dans le temps, c'était facile. Il y avait monsieur, madame, les enfants. Tout le monde était marié. C'était formidable. Sauf que c'est pas forcément... Aujourd'hui, il y a des familles reconstituées. Il y a des gens pas mariés. Il y a la domiciliation aussi. Donc, domiciliation, on va en parler par rapport à la garde. Après, voilà. Mais déjà, rien que le statut des gens. Eh oui, ça faut bien le définir. Savoir qui est assuré. Voilà. Chez les jeunes, souvent, il y a un copain là, qui est là, ou une copine, pendant quelques temps, et puis ça fait... Bon, ça continue pas. Eh bien, tous ces gens ont un peu de passage aussi. Alors, juste un exemple pour montrer l'intérêt de l'assuré, c'est que vous avez vos enfants majeurs qui sont chez vous, parce que le temps qu'on fait construire la maison, vous les abritez pendant 6 mois, par exemple. Ils vont être assurés pour certaines choses, mais par exemple, ils ne vont pas être assurés en responsabilité civile. Il faut qu'ils prennent un contrat à part. Or, si vous ne faites pas attention à ça, vous pensez qu'ils sont assurés aussi par votre contrat, et ça ne marche pas. Alors, où on trouve la définition de l'assuré ? Eh bien, dans le dictionnaire des dispositions générales, il faut aller voir là-dedans, c'est quoi un assuré. Ce fameux document que vous évoquiez il y a quelques instants. Et chaque compagnie va avoir des particularités sur cette... Alors l'adresse, l'adresse précise, paraît peut-être simple, mais si vous assurez un local qui n'est pas à l'endroit de l'adresse, ça peut poser un sacré problème. Et surtout si le garage se trouve peut-être à 1 kilomètre de là, ou une petite dépendance. Là encore, l'adresse, c'est une définition qu'on trouve dans le dictionnaire des dispositions générales. C'est pas quelque chose, c'est pas comme quand je demande où vous habitez. C'est quelque chose de très précis. Absolument. Puis il y a le statut au niveau propriétaire, locataire. Le statut, c'est vachement important aussi. Vous êtes propriétaire ou locataire, ça va. Les gens, ça va à peu près. Mais si vous êtes usufruitier, comment on fait ? Est-ce que vous êtes assuré ? Peut-être redéfinir ce que c'est, parce que... Alors, un usufruitier, on va donner un exemple. Vous avez une maison, vous faites une donation anticipée à vos enfants de la maison pour des problèmes d'héritage. Et donc, les enfants sont devenus des nus propriétaires. Et vous êtes usufruitier. C'est-à-dire, vous profitez de la maison jusqu'à votre mort, mais vous n'êtes plus réellement propriétaire. Alors, vous avez propriétaire d'une petite partie, souvent, qui est l'usufruit. En général, c'est l'usufruitier qui va s'assurer pour le compte de tout le monde. Mais un nu propriétaire, quelquefois, s'il n'est pas trop sûr que son parent il sait bien faire, il a peut-être l'intérêt aussi de s'assurer pour le compte de tout le monde. Donc, il peut y avoir des situations comme ça particulières qu'il faut tout simplement clarifier, expliquer à notre interlocuteur.
pour qu'ils vérifient. Et là encore, le statut, il est aussi défini. Je le dis, je vais peut-être le dire souvent, mais d'où l'importance d'avoir ce cahier de définition à côté. Parce que, encore une fois, tous les assureurs n'ont pas la même définition de la même chose. Et aussi la notion de résidence principale, secondaire, ça. Voilà, ça c'est important aussi, parce que, surtout en vol par exemple, ça ne sera pas les mêmes conditions de protection. Alors, une chose aussi extraordinaire, qui est le nombre de pièces. Oui. Vous allez chez un assureur, vous avez combien de pièces? 4 pièces, ok, salut, c'est bon. Oui, mais il y en avait une qui faisait 30 mètres carrés. Donc il y a la taille, des dimensions de la Alors elle pièce. va compter double. Oui. Donc il fallait en déclarer 5. Quelquefois c'est 30, mais quelquefois c'est 25, quelquefois c'est plus. Enfin, ça dépend encore une fois de la définition qui est dans le livret. Il y a des pièces de moins de 7 mètres carrés qui ne comptent pas. Ou quelquefois c'est 9. Allez donc savoir. Quelquefois la cuisine elle compte, mais quelquefois elle ne compte pas, elle est automatique. Il faut vraiment prendre le temps de lire tout ça. Alors, oui, quand je dis qu'elle ne compte pas, ça veut dire qu'elle est assurée quand même, oui, mais c'est automatique. Bien sûr. Et donc, de nouveau, il faut aller voir la définition de votre contrat à vous et pas de celle de votre voisin sur qu'est-ce qu'une pièce. Puis attention aux modifications depuis l'achat du contrat, parce qu'il peut y avoir des travaux. Moi, j'ai eu un dossier, parce que je suis un ancien expert qui intervenait pour les sinistres, j'ai un dossier en tête qui m'est resté longtemps. Une personne a une maison de 4 pièces, ce ne sont pas des gens très riches, c'est français classique, quoi. Donc il aménage son grenier, et tout seul, il bosse pendant des mois, il aménage, et puis il fait 3 pièces dans le grenier. Et puis, comme sa cotisation d'assurance arrivait à échéance au mois d'avril, et qu'on était au mois de février-mars, il se dit, au mois d'avril, j'irai voir. Et je vais dire que j'ai 3 pièces de plus. Il n'y a aucune intention de tricher. Voilà. Et puis, manque de peau, ça brûle. Quand j'arrive, moi, j'assure 4 pièces, j'en assure pas 7. Ça fait une sacrée différence, quand même. Et alors, c'est surtout l'incidence sur le sinistre. L'assureur, c'est pas lesquelles pièces il assure. Dans les 7, il ne sait pas, puisqu'il n'est jamais venu. Il ne sait pas qu'il y en a un au grenier en bas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la prime pour cette pièce. Si la prime est de 1 000 €, il va dire, 1 000 €. Et il va regarder combien la personne paye pour 4 pièces. On va dire 600 €. Il va faire la proportion en pourcentage de la prime qu'aurait dû payer la personne, et on va l'appliquer en déduction sur le sinistre. Donc, vous voyez, là, dans mon cas, c'était un sinistre total. Alors, juste pour rassurer, j'ai trouvé un moyen de faire un recours et on a réussi à faire payer par un assureur à responsabilité civile la différence. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc ça, il faut le lire aussi, en être conscient. Nature et date de la construction. Même chose, ça paraît aussi des choses simples, mais une maison en bois peut ne pas avoir le même tarif qu'une maison en pierre. Une maison qui est classée monument, enfin plus ou moins classée monument historique, Malonnière ou par exemple va avoir des particularités. Et encore une fois, ce statut, c'est pas le même pour tous les assureurs. Il y a des assureurs qui vont pas faire de différence, et il y en a d'autres qui le feront. Et il faut aller chercher la définition de qu'est-ce qu'une habitation dans, encore une fois, ce registre particulier. Les équipements. Alors, oui, les équipements aussi, ça paraît des évidences. J'ai une maison, j'ai un jardin, je ne l'ai pas dit. C'est évident que tout le monde a un jardin. Oui, sauf que... Sauf que si vous n'avez pas dit qu'il y a le jardin, peut-être, alors encore une fois, selon les définitions, peut-être que ce jardin n'est pas assuré, peut-être que l'arbre qui est dans le jardin, qui va tomber un jour sur la maison du voisin, n'est pas assuré, peut-être que le portail et les clôtures ne sont pas assurés, peut-être qu'il l'est. Encore une fois, tout dépend aussi si on a pris le truc à bas prix ou le truc un peu plus cher. Voilà. Et donc, encore une fois, il faut aller chercher dans ce livre particulier cette défication. Les zones à risque, on a vu les inondations là dernièrement. Les inondations, là c'est pareil. Ça sera plutôt dans les garanties. Mais dans les garanties, on va dire on assure les inondations. Là, formidable. Sauf que quelquefois on ne les assure pas. Quelquefois c'est pas assuré. Quelquefois c'est assuré mais avec une exclusion. C'est-à-dire que certains types d'inondations ne vont pas être assurés. Ou alors on va les assurer jusqu'à 10 000 €. Ou on les assurera
que s'il n'y a pas d'arrêté catastrophe naturelle. Donc il y a tout un tas de conditions. C'est très rare d'avoir un contrat qui assure les inondations, comme ça, tout simplement. Hein. Après, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on développe un autre jour parce que c'est assez compliqué. Il y a le régime des catastrophes naturelles qui peut éventuellement... serait intéressant à voir, ouais, qui peut venir éventuellement en complément, sachant que, mis à part les gros trucs médiatiques, c'est pas évident d'avoir un arrêté catastrophe naturelle sur des sinistres. Hein, sauf quand vraiment ça prend des proportions. C'est bon à savoir ça. Voilà. C'est bon à savoir. Ça fera l'objet d'une chronique. Alors, je vais essayer de plus vous interrompre parce que le temps avance sur Robert Six. Et je vais vous poser cette question. Pourquoi toutes ces questions, justement? Alors, de quoi l'assureur se mêle? L'auditrice et l'auditeur pourraient se dire, mais finalement... On l'a un petit peu répondu tout à l'heure. C'est si vous trichez volontairement, parce que ça arrive, hein, parce que vous pensez comme ça vous avez payé moins cher, ben, ça peut être tout simplement annulation du contrat. Voilà. Ça c'est clair, on ne paye pas le sinistre. Si vous trichez involontairement, ce qui est, on va dire, la majorité des cas quand même, hein, eh bien, si on triche involontairement, il y a la pénalité que j'ai expliquée tout à l'heure. Et donc, sur un sinistre, plus il est gros, et plus, comme c'est du pourcentage, plus la pénalité est importante. Donc, ces déclarations engagent vraiment la personne, et il faut absolument avoir un temps avec votre interlocuteur, même s'il ne vient pas chez vous, pour définir toutes ces choses-là. D'accord. Donc mobilier. Alors le mobilier, ça va être un peu plus rapide. Le mobilier, vous déclarez une somme et puis elle est réindexée selon un système de réindexation tous les ans. Bah, quand vous avez fait le plein de la somme, bah, il n'y a plus. Hein, et souvent, les gens sous-estiment cette somme. Oui. Hein, malheureusement, quand je faisais des expertises, souvent, bah, je faisais ce qu'on appelait le plein. Hein, et puis il reste encore plein de choses à regarder. Et puis je disais, c'est pas la peine. Voilà, on a fait le plein. Des choses aussi, des petites choses... définir entre le mobilier et le bâtiment, une cuisine intégrée, c'est du mobilier ou c'est du bâtiment? Eh bien, je ne peux pas vous répondre. Mais le contrat va le dire. Ouais. Et donc, si votre cuisine intégrée, peut-être qu'il faudra penser à la rajouter dans votre mobilier si ce n'est pas considéré comme du bâtiment. Or, votre cuisine intégrée qui fait peut-être 10 ou 20 000 euros, vous voyez tout de suite, si vous avez déclaré que 20 000 euros de mobilier chez vous, bah, ça y est, c'est fini. Ouais. Hein, c'est pour vous montrer toutes ces nuances, en fait. Hein? Les objets de valeur? Objets de valeur, même chose. Définition, chaque assureur a sa définition en fonction de ce qu'est un objet de valeur et de son prix. Attention aux collections. La plupart des collections ne sont pas garanties automatiquement. Il faut les garantir par une option. Hein? Donc voilà, encore une fois, hein, les gens vont dire, bon, l'objet de valeur, oui, j'ai ma petite collection, ça doit être ça. Ben non, faut aller voir. Il faut aller voir la définition exacte. Protection vol. Protection vol, c'est aussi extrêmement important. Suivant les endroits où vous habitez, suivant le type de maison, vous allez avoir des niveaux 1, 2, 3 ou 4. Et là, c'est l'assureur qui va dire. L'assureur il va dire, voilà, dans votre secteur, vous devez être niveau 2, niveau 3 ou niveau 1. Ça correspond aussi à une définition précise dans le contrat. Ça veut dire que si vous n'avez pas relu cette définition, si vous n'avez pas mis les volets qu'il fallait, la serrure 5 points ou d'autres choses, l'alarme éventuellement, bah vous ne serez pas garanti ou vous aurez une pénalité. Donc quand vous avez un niveau de protection, allez voir dans le contrat si vous avez bien mis votre maison au niveau de cette protection. On arrive quasiment à la fin de la chronique, Robert Six. Est-ce qu'il y a quelques éléments pour conclure que vous souhaitez livrer aux auditrices, aux auditeurs sur le sujet? Eh bien, non, on va, parce qu'on pourrait développer tellement de choses, mais peut-être une autre occasion. Surtout, ne pas prendre un contrat d'assurance à la légère. C'est-à-dire, il faut vraiment aller chercher, définir vos besoins, bien décrire vos besoins, et quand vous avez un interlocuteur, venir, ne pas hésiter non plus à envoyer un mail. J'ai bien compris que, après l'entretien. Parce que s'il y a une trace qui reste quelque part, vous avez vraiment exprimé un besoin qui n'a pas été repris, ça vous permet de vous défendre. Hein? Donc, en tout cas, ne pas prendre à la légère. C'est plus important d'acheter un contrat d'assurance qu'une belle voiture. Hein? Alors que la belle voiture, on soulève tous le capot du moteur et on n'y connaît rien. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce conseil de bon sens, mais c'est utile de le dire, Robert Six. Je rappelle, vous êtes bénévole à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. On vous retrouvera certainement pour une prochaine chronique. Vous nous avez donné des idées dans celle-ci. Donc à très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce 11-12. On se retrouve demain, même jour, donc même station, même horaire pour la prochaine émission. À très vite.